Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Dans notre pays, ce sont près de 12 millions de Françaises et de Français qui sont concernés par au moins un handicap au cours de leur vie, soit près de 18% de la population. Si 40% de ces handicaps sont temporaires et 80% sont invisibles, il n'en reste pas moins de plus de 8 millions de Françaises et de Français de plus de 15 ans vivant avec un handicap en France. Ce handicap peut être d'origine diverse. Il peut être moteur, sensoriel, auditif et visuel, mental, cognitif et psychique. Pour travailler à l'accompagnement de ces personnes, il faut donc d'abord poser ces préalables et cela n'est pas évoqué dans le schéma autonomie. Pour la 6e année consécutive, le handicap en 2022 était encore la première cause de discrimination en France. Les personnes concernées sont parmi les plus précaires et 19% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté contre 13% pour la population en général. Agir pour une société inclusive, c'est avant tout ne pas réduire ces personnes à des problématiques de santé ou de soins. Leur handicap n'est pas l'alpha et l'oméga de leur vie, ce sont des personnes avant tout. Et c'est du rôle des pouvoirs publics de justement compenser l'impact de leur handicap et faire qu'ils et elles puissent vivre comme tout le monde, en résumé leur rendre la vie plus facile. Le département, en tant que chef de file de l'action sociale, a donc un rôle essentiel à jouer dans les différentes étapes de leur vie. Et cela commence dès le début, avec les difficultés de diagnostic quand le handicap n'est pas moteur ou pas seulement. C'est le parcours du combattant pour les familles qui sont encore trop souvent perdues et isolées face à l'ampleur des responsabilités, face au manque de professionnels et face aux coûts financiers des aménagements et restes à charge. Arrive ensuite la scolarité et ses difficultés d'accompagnement. En favorisant leur autonomie, en leur permettant d'accéder aux apprentissages, les AESH constituent à ce titre un appui précieux parmi d'autres à la scolarité des enfants en situation de handicap. Ce sont les propos de Claire Hédon, défenseur des droits. Bien sûr, la France a progressé ces dernières années et c'est encourageant, mais ce constat ne suffit pas à effacer les difficultés persistantes rencontrées. Aujourd'hui, la MDPH notifie sans se soucier des ressources en AESH et c'est une bonne chose. Mais de nombreux accompagnements ne sont toujours pas mis en œuvre et l'État ne remplit pas là ses obligations légales. Par ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations Unies encourageait en 2019 la France à passer de l'approche individuelle appliquée actuellement qui veut que les enfants en situation de handicap s'adaptent au système scolaire à une approche générale visant à transformer le système d'enseignement de sorte qu'ils puissent mieux accompagner ces enfants et mieux les accueillir. Vous allez me dire que cela ne relève pas des compétences du département, pourtant, notre collectivité a un rôle important pour engager un travail partenarial avec l'État sur ces questions. L'expérience de terrain de la MDPH est essentielle pour porter la connaissance des situations de terrain auprès de l'Éducation nationale, notamment, ce qui est d'ailleurs une des recommandations de la Défenseure des droits. L'objectif d'une société inclusive est un chantier bien trop important pour l'envisager seul. Travailler avec les partenaires locaux, communes, PCI par exemple, s'avère toujours efficace. Mais cet axe-là n'est pas développé dans le schéma autonomie proposé au vote aujourd'hui. Après la scolarité, la vie des personnes vivant avec un handicap se poursuit. La continuité de parcours des élèves dans le secondaire est compliquée. Et depuis la crise Covid, les adolescents vont mal. Et en particulier ceux en situation de handicap, comme les porteurs de troubles autistiques, par exemple. Les études post-bac, l'emploi, sont aussi des étapes difficiles. L'inquiétude et la réticence des acteurs économiques est encore facteur de manque de qualification pour les personnes en situation de handicap. La vie sociale, amicale, amoureuse, nécessaire à l'épanouissement de chacune et de chacun, nécessite une meilleure connaissance et souplesse de la part des structures d'aide à domicile. Difficile, voire impossible aujourd'hui d'envisager une sortie le soir si son aide à domicile passe tôt tous les matins de la semaine. Bien sûr, le manque de personnel complique les choses, mais c'est un axe à travailler et à soutenir, et il n'en est pas fait mention dans le schéma. Les voyages, il n'y a pas un non, c'est bon. Je sentais que le micro était modifié. D'accord. Les voyages restent aussi aujourd'hui très compliqués pour eux en dehors des organismes spécialisés. L'accès à la culture sans développement des déplacements pour lutter contre l'isolement des territoires ruraux notamment est impossible.
Être parent, fonder une famille demande l'adaptation et le renforcement des connaissances des services de PMI sur les différents handicaps, par exemple. La question de l'accès aux soins est évidemment primordiale. La désertification de certains territoires et le manque d'accessibilité et de coordination des professionnels de santé complexifient le quotidien, sans parler de la diversité des financeurs selon les différents temps de leur vie. C'est tout cela, être bien chez soi, c'est faire en sorte qu'ils et elles puissent être acteurs et actrices de leur vie. Nous soutenons cette orientation, mais elle nécessite encore des mises en œuvre opérationnelles que nous n'avons pas vues développer dans le schéma autonomie. Les notions de confort, de favorisation du lien social, d'épanouissement, de bien-être, ils sont essentiellement développés pour les personnes âgées, mais pas pour les personnes en situation de handicap, alors qu'il y a nécessité d'aménagements particuliers bien souvent. Changer les représentations, adopter une attitude inclusive comme évoqué dans l'axe 1 et l'orientation 1, c'est aussi ça. C'est porter une attention égale à toutes et tous. Encore une fois, nous soutenons cette orientation, mais des améliorations demeurent à travailler, comme pour l'offre en service d'accompagnement à la vie sociale, le SAVS, pour lesquels il existe encore une liste d'attente importante. Vous le voyez, les parcours des personnes qui vivent avec un handicap sont faits de rupture dès la naissance, si le handicap est déjà présent, au moment de la scolarité où il faut défendre un droit à un accompagnement, dans l'accès à l'emploi où des aménagements sont souvent nécessaires, dans leur vie sociale où la souplesse est attendue, dans leur vie de parents où des idées reçues sont à combattre, mais aussi dans l'avancée en âge. Après 60 ans, les personnes en situation de handicap deviendraient des personnes âgées tout court. Leur handicap semble disparaître, sauf cas particulier. Pour celles et ceux qui vivaient en structure parce que moins autonomes, leurs seules options sont soit de retourner chez leurs parents, quand ils sont encore là, soit d'aller en EHPAD dont la moyenne d'âge est de 85 ans. Une solution consisterait à développer des structures reliées à leur établissement d'origine, pour ne pas couper le lien, mais néanmoins répondre à leurs besoins de vie sociale adaptés. Une autre solution serait de leur permettre de rester en foyer après 60 ou 62 ans. Car la réalité, c'est que les personnes en situation de handicap vieillissent plus vite. Elles font face à des décès prématurés, parfois même liés à des diagnostics tardifs de certaines maladies. En conclusion, leur vie est un parcours du combattant et le département, dont nous attendons des engagements forts, doit être un pilier en tant que chef de file de l'action sociale pour construire une société où chacune et chacun puisse être un sujet de droit, libre de ses choix et de son mode de vie. Je vous remercie.